Donc maintenant, Frédéric Guichard de DxO, qui va nous raconter quelque chose de complètement différent. La photographie numérique, vous avez vu l'explosion, il y en a partout. Pour l'instant, presque tout le monde pense que c'est un peu comme la photographie argentique en moins cher. Et il va vous montrer que, en fait, c'est tout à fait autre chose et c'est plutôt une révolution de l'optique. Merci Gérard. Donc, après avoir vu que l'image numérique révolutionne, ou va révolutionner la médecine et l'imagerie médicale, en tout cas, j'ai essayé de vous convaincre que l'image numérique révolutionne, enfin le numérique plus généralement, va révolutionner la photographie et l'appareil photo lui-même. Alors, je pense que tout le monde est à peu près convaincu que sur ces 15 dernières années, avec l'apparition de l'image numérique, enfin la photographie numérique, l'usage de la photographie a été foncièrement modifié et aujourd'hui il est beaucoup plus facile qu'avant de partager ses photos, de les transmettre, de les archiver et tout ça c'est grâce au numérique. Alors en fait je ne vais pas parler de l'image numérique en elle-même, je vais plutôt me concentrer sur comment en fait, le numérique est en train de changer et va changer l'appareil photo lui-même. Mais avant ça, juste une précision sur qu'est-ce que c'est qu'une image numérique. Alors, une image numérique, c'est en fait un ensemble de pixels. Alors, on va zoomer, il faut zoomer, parce qu'aujourd'hui, les images numériques ont beaucoup de pixels, qu'on va voir ici. Et sur chaque pixel, qui correspond à une région de l'image, on a un codage d'une couleur. Alors le codage d'une couleur est généralement fait en 3 valeurs qui correspondent à des intensités de primaire, alors rouge, vert, bleu, pour essayer de reproduire au mieux la vision humaine. En fait, donc les 3 valeurs représentent l'intensité que devra mettre un appareil de restitution de l'image sur intensité lumineuse sur ces 3 primaires. Donc, si la valeur numérique est 0, il n'y aura pas d'intensité et la valeur restituée sera le noir. Au maximum, alors en général, on a l'usage de coder les valeurs numériques avec des octets, donc ça va entre 0 et 255. Si les 3 valeurs sont à 255, ça va être blanc. Et en jouant sur ces 3 valeurs, on peut représenter l'intégralité des couleurs qui seront comprises entre les 3 primaires. Alors, évidemment, ce codage-là fait référence à des primaires, qu'on a vu, et en fait, donc, il y a la notion d'espace couleur. Alors, il est d'usage aujourd'hui, dans le monde informatique, de considérer l'espace sRGB, qui correspond à 3 primaires, donc 3 couleurs de l'espace. Ici, on a l'espace des couleurs visibles par l'œil. Et donc, un écran LCD ou plasma devra être capable de représenter au moins ces couleurs. Grâce à l'image, et lorsque l'écran va recevoir l'image numérique, il sait quelle combinaison et quelle intensité lumineuse il doit mettre sur ces primaires pour restituer l'image. Alors, donc, conclusion, en fait, chaque pixel va au moins doit contenir 3 niveaux d'intensité qui correspondent aux 3 couleurs, en fait. Alors, je reviens à l'appareil photo. Un appareil photo numérique, a priori, il ressemble aujourd'hui, toujours, vu de l'extérieur, à l'appareil photo numérique d'antan. Alors maintenant, il y a un écran qui permet souvent de voir la photo après sa capture, mais il y a une optique, il y a un capteur, donc le capteur remplace le film d'antan, et ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il y a un traitement d'image embarqué, qu'on appelle communément un ISP, pour des raisons. Et en fait, l'ISP va avoir pour mission de générer l'image. Alors pourquoi ? Alors, l'ISP correspond en fait à ce que faisait la chimie du temps du film. Le film capturait les photons, et évidemment, ce n'est pas le film qu'on regardait, il fallait passer dans la chambre noire, la chambre de développement, et il y avait toute une chimie pour ensuite générer l'image. Donc on va voir que le traitement d'image embarqué a cette fonction-là de génération de l'image. Alors, si on regarde un capteur, comment c'est fait ? Un capteur, en fait, c'est un ensemble de cellules photosensibles qui vont correspondre aux pixels.
Alors, les cellules photosensibles sont sensibles à tous les photons et donc ne discriminent pas la couleur. Hein. C'est-à-dire que tout le spectre du visible va être capturé par ces cellules photosensibles. Or, pour voir en couleur, donc, on va devoir spécialiser les pixels et on va les spécialiser en rajoutant au-dessus de ces cellules photosensibles des fils colorés qui correspondent aux 3 primaires, typiquement rouge, vert, bleu. Donc on va former une mosaïque de pixels. Donc cette mosaïque, c'est la mosaïque de Bayer, il en existe d'autres. Bayer, c'est un ancien ingénieur de Kodak qui a inventé cette mosaïque en 1976 et qui en fait cherchait à une mosaïque qui reproduise un peu ce que faisait l'œil. On sait que l'œil possède 3 types de cellules sensibles à la couleur, les cônes, et en fait l'œil a beaucoup plus de cellules vertes sensibles à la lumière verte que de cellules sensibles au rouge et au bleu. Et c'est ce qu'a voulu faire Bayer en mettant en fait 2 fois plus de pixels verts que de pixels rouge et bleu. Donc, premier problème, c'est que le capteur, en fait, par pixel, ne va recevoir qu'une seule information, soit une information relative à l'intensité du vert, soit celle du rouge, soit celle du bleu, et non pas les 3 informations qui sont nécessaires pour la génération de l'image. Deuxième problème, c'est que le capteur ne voit pas les couleurs comme l'œil. En fait, il est très difficile de réaliser des capteurs qui vont avoir, pour le vert, par exemple, exactement la même réponse spectrale que les cellules de l'œil. Et en fait, alors, il y a eu beaucoup de modélisation de comment l'œil voit les couleurs. Et en fait, donc, il a été défini, donc, il y a très longtemps, un observateur standard qui est une... Alors, tout le monde ne voit pas comme ça, mais on sait qu'un dispositif voyant les couleurs comme ceci va pouvoir restituer les images comme le voit l'œil. Et alors, quand on compare la réponse spectrale d'un capteur à celle de l'œil, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus d'intersections entre la réponse spectrale du vert et du bleu que ce qu'il y en a dans l'œil, ce qui veut dire, en fait, que le bleu et le vert vont être, la réponse au bleu et vert dans le cas du capteur, vont être très proches, et donc le capteur va avoir du mal à discriminer, dans ce cas-là, le bleu et le vert. En quelque sorte, le capteur est presque daltonien en soi, hein, pour prendre cet exemple. Donc, le capteur a une perception différente des couleurs, et donc il va falloir corriger cela, et c'est ça l'objet du traitement d'image embarqué. Donc, si on regarde une image capturée par un capteur, on va avoir un ensemble de pixels qui sont spécialisés soit dans le vert, soit dans le rouge, soit dans le bleu, comme on l'a vu. Donc, ça ressemble à ça. Ce n'est pas très exploitable pour l'instant. Donc, la première étape, ça va être de reconstruire les 3 informations pour chacun des pixels. Alors, ça s'appelle un dématrissage, et cette étape va consister à interpoler, extrapoler les informations de vert sur les pixels qui ne possèdent pas le vert, interpoler les informations de bleu pour les pixels qui ne possèdent pas de bleu, et de même pour le rouge. Donc ça va donner ça. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on n'a pas encore une image exploitable. Alors c'est lié au fait que le capteur, en fait, va capturer la dynamique de la scène avec une dynamique plus grande que celle de l'image numérique finale. L'image numérique finale, on a vu qu'elle était généralement codée avec 1 octet. C'est-à-dire que là, entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite, il y a un facteur 256. Donc une dynamique de 1 pour 256. Ça va être capable de capter des écarts de lumière d'un facteur 256. Mais les scènes ont des écarts de lumière beaucoup plus grands que ça. Et les capteurs aujourd'hui captent avec une dynamique de 1 pour 1000 jusqu'à 1 pour plusieurs millions pour certains capteurs. Donc en général, les images sont très sombres et il faut ajuster le contraste, remettre la dynamique de la scène capturée par le capteur dans celle de l'image. Et c'est ce qui est fait ici. Alors ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est que l'image paraît rouge. Alors, vraisemblablement, cette image a été prise en intérieur avec une lumière tungstène, typiquement. Alors, tungstène, c'est à peu près la lumière qu'on a ici. Hein. Et alors,
l'œil fait une adaptation à la lumière. En fait, va essayer de neutraliser la lumière pour essayer de voir les choses de façon constante. Alors, il se trouve que en extérieur, la lumière est essentiellement bleue, hein, c'est lié au ciel, on va dire, et avec plusieurs, disons, il y a toutes les nuances hein, autour du bleu. Est-ce qu'il y a un soleil au zénith ou un soleil couchant, et donc la lumière peut varier. Et en intérieur, on a des lumières plutôt plus chaudes, comme on dit, donc des lumières plutôt jaunes ou rouges. Mais on ne s'en rend pas compte parce que l'œil neutralise l'illuminant et va toujours mettre la partie la plus lumineuse en fait, de ce qu'il perçoit au blanc. Alors, si on regarde ici, je pense que la partie ici vous paraît blanche, alors que le mur, qui est, je pense, lui, blanc, si on regarde ici, vous paraît plutôt jaune. Hein. Alors, en fait, c'est parce que je pense que vous faites tous votre adaptation chromatique sur l'écran, hein, mais si on éteignait l'écran, je pense qu'assez rapidement, vous verriez le mur blanc, hein, parce que vous aurez fait vos adaptations chromatiques sur la scène la plus lumineuse, et ce serait vraisemblablement les murs parce qu'ils sont les plus éclairés. Alors, le problème, c'est que l'appareil photo, si on restitue cette image à l'œil, l'œil ne va pas forcément faire l'adaptation chromatique sur l'image qu'on va lui restituer, il fait plutôt l'adaptation chromatique en fonction du contexte, et donc il faut que l'appareil photo le fasse. Et donc ça, c'est la neutralisation de l'illuminant, et voici. Alors, peut-être que maintenant cette image vous paraît bleue, parce que petit à petit, vous avez eu une adaptation chromatique à l'image précédente qui était un peu rouge. Mais assez rapidement, elle va vous paraître tout à fait bien. Alors ensuite, les couleurs de cette image ne sont pas très belles, et ça revient au problème que j'ai exposé, à savoir que les réponses spectrales du capteur ne sont pas les mêmes que celles de l'œil, et donc le capteur ne voit pas les couleurs comme l'œil. Et on voit, il discrimine nettement moins bien les couleurs que ce que le fait l'œil. Et donc il y a tout un traitement numérique qui va consister à faire des appareillements de couleurs, parce qu'on a appris à partir de couleurs classiques qui correspondent à des objets, des végétaux, enfin, des scènes naturelles, des associations entre ce que voit le capteur et ce qu'aurait vu l'œil en termes de couleurs. Donc une fois qu'on a fait cette correction, on obtient une image avec de belles couleurs, hein, tout à fait standard. Et il ne reste plus qu'à rajouter un peu de netteté, parce que l'optique était légèrement floue, et pour obtenir une image à peu près convenable. Donc ça, c'est ce que fait un traitement d'image embarqué. Enfin, c'est le minimum de ce que doit faire un traitement d'image embarqué. Et si on regarde bien, c'est ni plus ni moins que ce que faisait plus ou moins la chimie du temps du film. Alors, quand on dit générer une image, en général, un appareil photo, on s'imagine qu'il doit restituer la scène telle que l'aurait vue l'œil humain. En fait, on se rend compte assez rapidement on est habitué, pour des raisons culturelles, on regarde souvent la télévision, à avoir des images très saturées. Par ailleurs, on a une mémoire, on se souvient des choses beaucoup plus saturées en couleurs que ce qu'elles n'étaient, et donc on préfère des images saturées. Alors, je vais essayer d'illustrer ça à travers une image, évidemment. On a ici une image de réflexe dans laquelle on a un rendu fidèle, c'est-à-dire que l'image de réflexe reproduit ce que aurait pu voir l'œil dans la situation. Bon. Mais, donc, en d'autres termes, le réflexe est à peu près capable de restituer la réalité de la scène, je dis à peu près. Mais ce n'est pas ce qu'a choisi de faire le constructeur de ce réflexe, c'est un Nikon. Nikon a choisi de rendre une scène un peu différente, un peu plus contrastée, un peu plus colorée. Et si Nikon a choisi de faire ça, c'est parce qu'on préfère ça, hein, pour des raisons que j'ai expliquées. Et donc, un autre objectif du traitement d'image, ça va être de rendre des images plus belles, au sens plus belles, telles qu'on les préfère. Alors, en général aussi, on aime bien le look carte postale, dans lequel on va encore plus saturer les couleurs. Et si on regarde bien, le film aussi faisait ça dans le temps, à travers les rendus. Donc là, par exemple, ici, on a un rendu d'une pellicule Fuji-Velvia, et on voit que les fabricants de films ne cherchaient pas à reproduire la réalité, mais cherchaient aussi à améliorer la représentation de la scène. Et
donc, juste pour conclure sur cette partie, en fait, le traitement d'image numérique, c'est une composante nécessaire donc, de l'appareil photo numérique. C'est devenu aussi le différenciateur entre les fabricants. Alors, j'accepte les réflexes, mais pour les petits appareils photo, enfin les compacts, les fabricants de compacts ont en gros accès aux mêmes fabricants de capteurs, aux mêmes fabricants d'optiques. Donc, avec quoi ils peuvent se différencier? Eh ben, c'est souvent grâce au traitement d'image. Et donc là, pour illustrer cela, donc on a pris une optique et un capteur de caméraphone. Alors, caméraphone, c'est le nom anglais d'une caméra de téléphone. Donc, c'est très petit, donc c'est relativement de mauvaise qualité. Là, c'est ce que fait la caméraphone. Et là, c'est ce qu'on peut faire avec le même hardware, juste avec un traitement d'image adapté. Alors, mais le traitement d'image embarqué permet maintenant quelque chose que ne permettait pas la chimie d'antan. Et c'est en ce sens qu'il va révolutionner l'appareil photo. Alors en fait, c'est que dans le temps argentique, pour avoir une bonne photo, il fallait avoir une bonne optique, un bon capteur, c'est un bon film, une bonne chimie pour développer ça. Et il suffisait qu'un des éléments de cette chaîne soit mauvais pour que la qualité de l'image finale de la photo ne soit pas bonne. Alors, en fait, aujourd'hui, on a une image numérique, on a vu qu'on pouvait faire des manipulations sur cette image, et on va voir qu'on peut, grâce au numérique, compenser les défauts de l'optique ou du capteur. Et donc, dans un premier temps, améliorer les images, on va enlever les défauts d'optique et du capteur, et dans un deuxième temps, peut-être reconcevoir l'appareil photo autrement. Alors, parmi les défauts des appareils photo, de l'optique, un des plus connus, c'est les distorsions géométriques. Alors, les distorsions géométriques, qu'est-ce que c'est? C'est les lignes droites de l'espace, dans le monde, de la scène, qui ne sont pas projetées comme des lignes droites dans l'image. Alors, normalement, un appareil photo est censé faire une projection perspective, c'est la caméra obscure de la Renaissance, et donc une ligne droite devrait se transformer en une ligne droite, mais ce n'est pas le cas, et c'est lié à l'optique, des déformations de l'optique. Alors ça apparaît souvent dans les grands angles. C'est un phénomène qui est entièrement mesurable, modélisable, et donc corrigeable. Donc après correction, on peut retrouver nos lignes droites de façon complètement automatique. Pour cela, il a fallu juste mesurer les défauts de l'optique, les modéliser, et injecter ça dans un algorithme de correction de ces défauts. Alors, un autre exemple de transformation géométrique qu'opère une optique, alors c'est vrai dans les grands angles, en fait, curieusement, cette photo n'a pas de distorsion géométrique, c'est-à-dire que c'est une vraie perspective. Mais la perspective a un effet qui était connu de la Renaissance, mais qui visiblement a été oublié par la plupart des photographes d'aujourd'hui, qui est d'élargir ce qui se passe dans les bords de l'image. Alors la perspective fait que des segments, si je regarde un plan, par exemple cet écran, je mets des segments sur ce plan, je prends une photo de ce plan, s'ils ont tous la même taille sur le plan, ils auront tous la même taille sur l'image pourvu que le plan est orthofrontal à l'image. C'est vrai pour les segments, c'est vrai pour tous les objets plans, mais ce n'est pas vrai pour les objets volumiques. Or, les humains, enfin, nous ne sommes pas des plans, et nous ne sommes pas planaires, et on ressemble plus à des cylindres, on va dire qu'on est debout. Et donc, ce qui fait que dans une photo grand angle, même si elle n'a pas de distorsion, en fait, les personnes en bord de champ sont plus gros que les personnes en... Alors bon, il y a l'âge qui joue peut-être, mais ils sont plus gros qu'au centre de l'image. Alors c'est modélisable, pareil, et donc corrigeable. Donc on peut faire une photo où tout le monde a à peu près la bonne... Enfin, modifier la photographie de telle sorte que tout le monde a à peu près la même proportion. Un autre défaut de l'optique, c'est le flou. Donc le flou, c'est le fait qu'un point de la scène ne va pas être imagé en un point dans l'image, en un pixel dans l'image, mais va être imagé en une tâche. Les rayons n'ont pas focalisé au même endroit. Et en fait, on voit, au lieu de voir, disons, de l'herbe avec plein de détails, on voit ici une sorte de bouillie où on a l'impression que toutes les valeurs de pixels se sont rapprochées de la valeur moyenne, une sorte de vert uniforme. Et donc, ce flou est modélisable,
et donc corrigeables. Et la méthode de correction, c'est typiquement en fait, d'écarter les valeurs numériques de leur moyenne locale. Et on va voir ensuite que ça pose quand même quelques problèmes. Mais c'est faisable. Il y a des aberrations chromatiques dans l'optique, de deux sortes, les latérales et les longitudinales. Alors, les latérales, ça correspond à des déplacements géométriques. C'est en fait le fait que les rayons, selon leur couleur, ne vont pas atterrir au même endroit. Les rayons issus d'un même point ne vont pas atterrir au même endroit dans l'image. Et longitudinal, c'est que des rayons issus d'un même point ne vont pas tous focaliser sur l'image. Donc certains seront flous, alors que d'autres seront nets. Alors, là, voici des exemples d'aberrations chromatiques latérales. Pareil, c'est un phénomène optique, c'est modélisable, mesurable et donc corrigeable par du déplacement. Typiquement. Et des aberrations chromatiques longitudinales, donc ici, c'est pareil, mesurable, modélisable et donc intégralement corrigeable. Alors ensuite, donc on a vu des défauts d'optique. Je vais voir quelques défauts de capteur. Un défaut de capteur, il y a essentiellement le bruit. Alors il y a différents types de bruit. Il y a le bruit structuré. Alors là, on a un ensemble de bruits structurés qui s'est. Alors on a un bruit de colonne. Alors je vais l'enlever. Ça va peut-être paraître plus bruit de colonne. On a un bruit de ligne. Alors ça, c'est typiquement du bruit électronique. Et ensuite, on a les pixels qui sont dimorphes, c'est-à-dire qui répondent bizarrement à la lumière. Et on peut les enlever. Alors une fois qu'on a enlevé ce bruit structuré, il reste quand même un bruit de grain. C'est une sorte de bruit aléatoire qu'on appelle un bruit blanc. C'est une perturbation de la valeur pour chaque pixel capturé par le capteur. Et donc il va falloir l'enlever. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que bon, donc toutes les valeurs ici sont fausses un peu à cause de ce bruit. Mais bon, on a envie de dire qu'en moyenne, localement, c'est bon, la valeur est bonne. Donc pour réduire ce bruit, il suffirait de moyenner les valeurs pixels sur un voisinage. Alors évidemment, si on fait ça, ça rend flou. Hein, c'est l'inverse du déflouage que je montrais tout à l'heure. Et donc il faut essayer de trouver un algorithme plus subtil. Et légèrement plus subtil, c'est de dire je vais moyenner les valeurs, je vais moyenner avec ceux qui me ressemblent. C'est-à-dire je vais moyenner les valeurs qui sont proches de celles que je porte au bruit près. Donc ça s'appelle des fils bilatéraux et ça donne cet effet-là. Alors on a enlevé le bruit, mais on a aussi enlevé une partie de la texture. Et en fait, on peut transformer tout visage en un visage digne d'aller au musée Grévin. Et donc c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Alors en fait, on est obligé d'utiliser des algorithmes beaucoup plus complexes qui vont permettre justement d'arriver à supprimer le bruit sans supprimer les textures, comme ici. Donc là, c'est encore un film bilatéral où on voit, effectivement, on a bien débruité la scène, il n'y a pas vraiment de bruit, mais on a tué beaucoup de détails, alors qu'on peut trouver des algorithmes de débruitage qui sont plus subtils, en fait, qui ne vont pas juste moyenner avec ceux qui me ressemblent, mais qui vont prendre des voisinages de pixels et vont chercher, est-ce que quelque part dans l'image, il y a un autre voisinage qui ressemble à celui où je suis, avant de moyenner, et pour arriver à des résultats nettement meilleurs. Donc ça permet d'obtenir ce genre de résultat. Alors c'est pas parfait le bruit. Hein. Le bruit, on n'arrive pas à bien l'enlever, c'est un peu comme le flou. Et en fait, il y a eu de la perte d'information au niveau du capteur, et cette perte, on ne peut pas évidemment recréer de l'information. Tout ce qu'on peut faire, c'est rendre l'image plus agréable à l'œil, mais on ne peut pas recréer les détails qui ont été perdus à cause de ce bruit. Voilà un autre exemple de débruitage. Alors c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Alors, d'autres défauts qui sont liés à la lumière, c'est l'assombrissement. Vous avez peut-être vu ça, l'assombrissement des images dans les coins. En fait, une optique envoie moins de rayons dans les coins de l'image qu'au centre de l'image, et ce qui fait qu'il y a cet assombrissement. C'est pareil, c'est un phénomène mesurable, modélisable, et donc intégralement corrigeable. Alors, un autre problème lié au capteur, toujours lié à la lumière, c'est que la dynamique de la scène est plus grande que celle de l'image finale. Alors, le capteur peut capturer une grande dynamique, mais à la fin, il faut se ramener à 8 bits, 256 valeurs. Alors, donc la première chose qu'on doit faire, c'est faire en sorte que la partie la plus lumineuse de l'image
soit à la valeur maximale numérique. Donc c'est tout à fait faisable, on peut améliorer ainsi grandement l'image. Mais sur une image comme celle-là, où j'ai déjà atteint la saturation, je suis à 255, la plus grande valeur que je suis autorisé d'avoir, qu'est-ce que je peux faire? On peut détecter les zones sombres, enfin les grosses zones sombres dans l'image, et dire là-dessus, je vais éclairer. Alors ça ne va pas représenter exactement ma scène, je vais changer un peu ma scène, mais je suis bien obligé de faire entrer une scène qui fait peut-être 16 bits de dynamique dans 8 bits, et donc il faut que je triche. Bon. Et donc je vais éclairer les grosses parties sombres. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc, plutôt que d'avoir toute une zone que l'on ne voit pas, on peut faire une zone, enfin on peut représenter toute l'image dans les 8 bits de dynamique. Alors de la même façon, voilà des exemples. Alors l'exemple à gauche est particulièrement intéressant parce qu'il voit que en fait l'algorithme se trompe. Ou si vous regardez ici, vous avez deux ombres, elles ont à peu près la même intensité lumineuse. Et après correction, c'est pas le cas. Alors en fait, normalement, un bon algorithme devrait éclaircir les ombres, mais pas éclaircir les objets sombres. Alors, donc il y a des essais de discrimination entre les ombres et les objets sombres pour n'éclaircir que les ombres. Si je prends un visage, alors bon, c'est vrai que j'ai les cheveux qui sont gris, mais quelqu'un qui a les cheveux sombres ou les sourcils sombres, on n'a pas envie de lui éclaircir ses sourcils. On va réduire le contraste. Mais sur une ombre, on a envie d'éclaircir. Et donc, les algorithmes doivent décider ombre ou objet. Et on voit qu'ici, l'algorithme a pris l'ombre ici comme un objet. Mais c'est pas grave. Je ne vous l'aurais pas dit, je pense que personne ne l'aurait vu. Et en tout cas, donc, ça permet de bien représenter la scène, qui a une dynamique assez grande, dans les 8 bits de dynamique de l'image. Donc à la fin, tous ces traitements numériques, ça permet de faire en sorte qu'au lieu d'avoir cette image-là, qui est prise avec un Canon 10D, donc c'est un réflexe honorable, on peut avoir cette image-là. Et tout ça, cette différence-là, c'est fait par le numérique. Alors, la plupart de ces traitements, aujourd'hui, ils n'existent pas encore dans l'appareil. Ils arrivent. Et donc, les traitements que je vous ai montrés ici sont faits intégralement en logiciel aujourd'hui, à travers des logiciels comme le nôtre, Optics Pro, ou des logiciels comme Photoshop ou autres. Mais assez rapidement, ces algorithmes vont être embarqués dans les appareils photonumériques. Alors, deuxième révolution, c'est que non seulement le traitement d'image numérique permet de compenser les défauts, mais en fait, ça va permettre de contourner les limites de l'optique et on va voir aussi du capteur. Donc, alors, on va voir à travers un exemple qu'au lieu de juste corriger le défaut, on va au contraire introduire un défaut dans l'optique et l'utiliser pour obtenir une propriété nouvelle. C'est mystérieux pour l'instant. Alors, juste pour préciser, un appareil photo numérique, encore aujourd'hui, est souvent fait en choisissant un capteur, une optique, et après, on va demander au traitement d'image numérique de générer la plus belle image possible à partir de ses composants. La révolution numérique qui est en train d'arriver, c'est de dire on va concevoir à un niveau système l'ensemble et ainsi obtenir des performances nouvelles. Alors, je vais prendre juste un exemple qui est l'augmentation de la profondeur de champ. Alors, qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ déjà? Alors, la profondeur de champ, c'est lié au fait que tous les objets à toutes les distances ne peuvent pas être nets en même temps sur une image. Alors, si j'ai mis mon optique de telle sorte à ce que des points, mettons, relativement proches, focalisent, un point infiniment petit, proche de l'appareil photo, focalise en un pixel, donc c'est typiquement ce qui se passe en bas de cette image. J'ai demandé à l'optique de rendre nette la partie centrale. Pour les objets qui sont derrière, en fait, les rayons vont focaliser devant le capteur et donc vont être flous. Et c'est ce qu'on voit exactement sur le haut de cette image. Et en fait, donc, on n'arrive pas à voir ce qui est près et ce qui est loin net en même temps. Alors, c'est pas grave, on a inventé l'autofocus.
Donc la solution à ça, c'est de dire si on s'intéresse à la partie qui est derrière, on va décaler le capteur ou décaler l'optique, hein, les rapprocher, de telle sorte, on va mettre le capteur à l'endroit où les rayons focalisent, hein, et ainsi retrouver une image nette. Mais si on fait ça, ça sera l'avant-plan qui sera flou. Donc c'est l'autofocus. Hein. Donc ça c'est un exemple d'autofocus pour un capteur 3 mégapixels, tout petit, hein, c'est pour des téléphones. Et alors le problème de ça, c'est que c'est tout petit, mais c'est quand même trop gros pour un téléphone, d'une part, et ça coûte très cher. Hein, c'est des moteurs, ça coûte de l'énergie, il faut alimenter ces moteurs, et pour un téléphone, on n'aime pas ça. Alors, on nous pose la question, est-ce que le numérique qui révolutionne tout, est-ce que vous pouvez révolutionner ça, et est-ce que vous pouvez éviter l'autofocus? Alors après avoir répondu non pendant pas mal de temps, on a fini par répondre oui. Alors, la façon dont on fait la chose, c'est qu'on va introduire les aberrations chromatiques longitudinales. Alors, on va utiliser ça. Donc, au lieu de demander aux opticiens de les compenser, ce que demandent les fabricants d'optiques depuis plus d'un siècle, on va au contraire leur demander d'en mettre. Alors, et ce faisant, il ne faut pas oublier que le capteur voit les 3 couleurs, et c'est comme si, en fait, il capturait 3 images, une verte, une rouge et une bleue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce à l'introduction d'aberrations chromatiques longitudinales, on va focaliser les 3 couleurs à différentes distances. Donc on va, par exemple, focaliser le rouge à l'infini, le vert à une distance intermédiaire et le bleu très proche. Ce qui va faire que, pour toutes les distances objets, j'ai au moins un des 3 canaux qui va être net. Ah, mais le canal qui va être net, il va porter les détails, il va porter l'information de détails, qu'on va pouvoir récupérer et porter et transporter sur les 2 autres canaux. Une idée très simple. Donc pour représenter alors, la tâche de la taille de flou en fonction de la distance objet, donc on voit à l'infini, c'est le rouge qui est net, petite tache de flou, alors que le bleu est flou. Et quand on se rapproche, au bout d'un moment, c'est le vert qui devient le plus net, et ensuite le bleu qui devient le plus net. Alors premier bénéfice, enfin un autre bénéfice de ça, c'est que rien qu'en regardant l'image, et en comparant la netteté des 3 canaux, on va avoir une idée de la distance objet, juste avec une image. Intéressant. Et par exemple, si le canal rouge est plus net que le bleu, on sait qu'on est loin. Enfin, l'objet est loin. Si le bleu est plus net que le rouge, on sait que l'objet est près. D'une part. Et d'autre part, on va récupérer, comme sur toutes ces distances-là, on a au moins un des 3 canaux qui est net, on va récupérer les détails de ce canal et les mettre sur les 2 autres canaux. Et ça donne ça. Alors évidemment, on n'a pas besoin de moteur, de parties qui se déplacent et tout, donc c'est beaucoup plus petit. Hein, donc vous voyez un module caméra 3 mégapixels, beaucoup plus petit qu'un système autofocus. Alors c'est pour des téléphones, hein, donc c'est très petit. Hein. Et alors c'est tout gagné parce que l'espace dans un téléphone est clé. Et puis par ailleurs, c'est moins cher puisqu'il n'y a pas tous les moteurs qu'il faut mettre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, si je prends une optique classique, 3 mégapixels, alors 2 mégapixels ici, mais ce serait pareil sur du 3 mégapixels, et que je fais une photo de près, en fait, j'ai une photo floue. Hein, alors, avec cet autofocus numérique, qu'est-ce qu'on a? On a une image nette. Donc, une image nette à 20 cm, à 15, à 10, et à l'infini, heureusement. Hein, donc, on a tout gagné, et on évite ainsi le besoin d'un autofocus pour les téléphones. Alors évidemment, les constructeurs de téléphones sont très contents, hein, ils vont moins payer les fabricants de hardware, ils vont nous payer évidemment un peu, nous les numériciens. Alors, donc voilà, donc c'est juste un exemple pour vous montrer que non seulement le traitement d'image numérique va corriger des défauts, mais on va maintenant concevoir, grâce au traitement numérique de l'image, on va concevoir l'appareil photo à un niveau système. Et on va peut-être introduire, au contraire, des défauts dans les composants, dans l'optique ou dans le capteur, afin de les utiliser et d'obtenir des performances nouvelles et de contourner en fait des limites de ces composants individuellement. Alors, je vais terminer en essayant de répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est oui, est-ce que c'est bien d'avoir toujours plus de pixels? Bon. Alors, la question typiquement, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir 20 millions de pixels alors que je ne sais pas quoi en faire, hein, que ça occupe tout mon disque dur?
Alors ça, je ne sais pas répondre à cette question, est-ce que vous avez besoin de 20 millions de pixels? Par contre, je peux répondre à une question, enfin, je tentais de répondre à une question, est-ce qu'une caméra qui a 20 millions de pixels, elle est mieux qu'une caméra qui en a 3? Alors, une façon de répondre, c'est de revenir à la théorie de l'information. Donc, on a vu que le traitement numérique permettait de faire beaucoup de manipulations sur l'image numérique, mais évidemment, le traitement numérique ne peut pas recréer de l'information. Et donc, en fait, la mission du capteur, l'optique, ça va être de capturer un maximum d'informations, même si ce n'est pas exactement celle qui sera rendue ensuite à l'œil, enfin, ou à travers l'image numérique. Il y aura peut-être plein de transformations entre, mais l'objet du capteur et de l'optique, c'est de capturer un maximum d'informations. Et donc, ça peut être modélisé, un capteur peut être modélisé comme en fait une sorte de tunnel d'information. Et on a pu appliquer la théorie de l'information de Shannon sur lequel capteur, et en fait mesurer la quantité d'informations que est capable de capturer un capteur. Donc là, il y a un certain nombre d'ingrédients, le nombre de pixels, évidemment, plus il y a de pixels, plus il y aura d'informations. Alors, il faut tempérer ça par les corrélations qu'il y a entre les valeurs de pixels voisins, parce que le flou fait qu'un pixel et son voisin, ils vont se ressembler. Donc il n'y a pas beaucoup plus d'informations si je ressemble à mon voisin, que si je suis tout seul. Et donc on est obligé de prendre en compte évidemment les corrélations. Et ça, typiquement, il y a plusieurs sources de flou et certaines qui sont physiquement inévitables, comme la diffraction. Et enfin, on peut aussi regarder le bruit, parce qu'évidemment, plus je suis bruité, moins j'ai capturé d'informations. Et on peut tout simplement compter le nombre de couleurs significatives que le capteur est capable de capturer. Alors ça s'appelle en anglais color sensitivity. Alors, si je regarde des réflexes numériques aujourd'hui, alors, il y a différentes tailles de capteurs, et en fait, plus un capteur est grand, plus il va contenir l'information. Il va être capable de capturer de l'information. Donc, on va s'intéresser au plein champ. Alors, en X, on a la taille de pixels, et en Y, la quantité d'informations qui se compte en bits, là en mégabits, puisqu'il y en a beaucoup, que capture le capteur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que plus le pixel est petit, alors sur une taille de capteur fixe, plus il y en a de pixels, et bien plus je capte d'informations. Alors, pour prendre un exemple, avec deux appareils photo récents, donc on peut regarder le Nikon D3, qui est réputé aujourd'hui comme le capteur, enfin l'appareil photo le moins bruité, qui donne les images les moins bruitées. Il est moins bruité, mais il n'a que 12 mégapixels. Et je vais comparer ça au Canon 1DS Mark III, qui est un peu plus bruité que le Nikon D3, mais qui a 21 millions de pixels. Donc, alors ce qu'on voit, c'est que le Canon 1DS Mark III capte beaucoup plus d'informations que le D3. On va dire, oui, mais le D3, il délivre des images qui sont moins bruitées, donc elles sont peut-être meilleures, elles sont peut-être plus belles à l'œil. Ah oui, mais si je ne peux pas, à partir de 12 mégapixels, recréer une image de 21 mégapixels réelle, je peux en revanche sous-échantillonner mon image de 21 millions de pixels et la ramener à 12 millions de pixels. Et ainsi créer une sorte de Canon virtuel qui en fait ce Canon-là, mais dans lequel je sous-échantillonne systématiquement mes images à 12 mégapixels, qui est la résolution du D3. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce faisant, on retombe sur le D3 en termes de qualité. Et donc, conclusion, il faut mieux avoir plus de pixels et des pixels plus petits. Alors, mais est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'on voit que la courbe monte, on peut réduire la taille des pixels. Est-ce qu'il y a une limite à cette quantité d'informations qu'on peut capturer? Alors, en fait, la réponse est oui. Et donc là, on descend en taille de pixels, de 5 microns jusqu'à 1 micron. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas de capteurs 1,2 et 1 micron, disons, dans la photographie. Donc, les courbes là sont de l'extrapolation, au-delà de 1,4. Et ce qu'on se rend compte, c'est que, en fait, la quantité d'informations, alors plus le pixel est petit, plus je vais avoir de pixels pour une taille de capteur fixe. Donc, a priori, on va retrouver la même tendance que pour les réflexes, c'est-à-dire la quantité d'informations monte avec le nombre de pixels et donc monte avec la réduction de leur taille, jusqu'à une sorte de palier. Et ce palier est lié à plusieurs phénomènes. Un phénomène qui est la diffraction, et ça c'est inévitable, la lumière diffracte, et fait qu'il y a une tache de flou minimale sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Et il y a aussi d'autres facteurs qui, donc ça c'est de la diffraction optique, mais aussi des pixels plus ils sont petits, plus la lumière va diffracter à l'intérieur du pixel. Il ne faut pas oublier que un pixel c'est fait à partir de silicium et de pièces de métal. Et donc la lumière va diffracter et aussi introduire du flou.
Et donc on voit un maximum d'informations autour d'un 4. Alors un 4, c'est assez intéressant parce que c'est la taille aujourd'hui des capteurs de téléphone. Et donc ça pose un gros problème là, pour les fabricants de capteurs, qui est de dire, ben, mince, est-ce que la course à l'innovation, enfin disons la course à la réduction de la taille du pixel, au mégapixel, ne va pas s'arrêter pour nous, parce qu'on ne peut pas mettre des gros capteurs dans les téléphones, où on est limité par des tailles, par exemple, de 5 mm. Et alors, attention, ça c'est une théorie qui montre qu'il y a une limite à l'information capturable. Alors, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement numérique jette plus de 90% de l'information qui a été capturée par le capteur. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, le capteur a capturé plein d'informations qui ne servent à rien. Et donc, parce qu'on a voulu essayer de reproduire avec le capteur la vision humaine, se rapprocher de ça, mais bon, on a du mal à y arriver, et moyennant quoi, on a capturé plus de 90% d'informations, 90% de l'information capturée est jetée parce qu'elle ne sert à rien. Donc plutôt que de toujours essayer de monter la quantité d'informations capturées, on va essayer peut-être de reconcevoir à un niveau système un appareil photo, et donc un capteur, qui, avec des traitements numériques adaptés, va augmenter la quantité d'informations utiles capturées. Et ça nous amène sur la co-optimisation entre le capteur et le traitement d'image embarqué. Donc voilà. Alors, pour conclure, j'espère vous avoir convaincu que le traitement d'image numérique, au-delà de jouer le rôle du développement du film d'antan, est devenu un élément clé et de plus en plus clé de l'appareil photo numérique, qu'il permet de compenser les défauts de l'optique et du capteur. Et comme les capteurs et les optiques sont difficiles et coûtent cher, on a intérêt à déporter de la complexité du capteur et de l'optique vers le traitement numérique. Alors pourquoi? Parce que la loi de Moore nous aide. On peut mettre de plus en plus de puissance de calcul dans un traitement d'image embarqué. Juste pour donner des ordres de grandeur, un capteur de mégapixels, c'est vraiment bas de gamme, hein. En 2007, c'est plus de 10 milliards d'opérations par seconde qui sont réalisées. Et aujourd'hui, nous travaillons, par exemple, sur des puces qui vont délivrer 160 milliards d'informations par seconde, enfin d'opérations par seconde, pardon, pour des capteurs qui sortiront vers 2009-2010. Donc, il y a une course au traitement d'images embarquées, et en fait, tout ça pour dire que l'appareil photo devient de plus en plus numérique. Je vous remercie.